Le Moyen-Orient refait surface, le moment décisif pour l'Iran approche et l'armada américaine est prête à intervenir. Trump garde certains membres du Conseil international de la paix concentrés sur la prochaine étape à Gaza, tout en faisant discrètement avancer les véritables intérêts américains. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Pour Israël, la guerre a connu son moment le plus douloureux avec le retour du corps de l'otage Ron Gvili. Netanyahou précise comment Israël abordera les prochaines étapes de l'accord. Israël rend hommage à Ron Gvili, policier tombé le 7 octobre face au Hamas, alors que le monde commémorait la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste. Voici les sujets que j'aborderai aujourd'hui dans mon émission. L'épreuve des otages du 7 octobre en Israël a pris fin cette semaine. Le corps de l'officier Ron Gvili, qui s'est courageusement battu contre des centaines de terroristes du Hamas et éliminé des dizaines d'entre eux avant de manquer de munitions et de tomber au combat, a été retrouvé lors d'une opération remarquable des forces israéliennes et équipes médicales, puis rapatrié pour l'enterrement. L'emplacement de son corps a été révélé par un membre du FPLP capturé et interrogé par les forces de défense israéliennes. Et il leur a indiqué que son corps se trouvait parmi d'autres corps dans un cimetière de la bande de Gaza. Israël est intervenu, a pris le contrôle du cimetière, exhumé des centaines de corps et les a numérotés. Et après que 250 corps ont été exhumés et examinés par les FDI, le corps numéro 181 a été immédiatement identifié comme portant un uniforme israélien, un uniforme de policier. Mais l'expert dentaire a immédiatement vu que c'était les dents qu'ils avaient analysées auparavant pour Ron Gvili, puis ils ont effectué le test ADN. Et à ce moment-là, il était tout à fait clair que, contrairement à ce que disait le Hamas, Israël avait retrouvé son corps et l'avait ramené en Israël. Cette semaine, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, montrant encore son attachement à commémorer les Juifs morts. J'avoue que j'ai un problème avec la façon dont cette journée est devenue un défilé moralisateur, une occasion pour beaucoup de s'approprier les horreurs de la Shoah pour leur propre cause politique. La BBC a indiqué que 6 millions de personnes ont été tuées pendant la Shoah sans préciser qu'il s'agissait de Juifs. Il est frappant que le monde préfère commémorer les Juifs morts plutôt que soutenir les vivants, ici en Israël. Je sens qu'au-delà des discours et des cérémonies aux chandelles, certains regrettent d'avoir été privés de l'occasion de pleurer la fin du projet sioniste. Ici en Israël, nous les privons du plaisir de se donner bonne conscience avec des cérémonies hypocrites pour pleurer l'échec sioniste sur cette terre. Le 7 octobre 2023, c'est un récit que certains sont trop prêts à adopter. C'est en partie la raison de la montée actuelle du sentiment anti-israélien, donc antisémite, dans le monde. Il y a une raison plus profonde à la résurgence de l'antisémitisme, et ce n'est pas seulement à cause de l'hypocrisie de la communauté internationale. La haine des Juifs se propage car des voix influentes ciblent d'Israël avec des normes morales condescendantes sans les appliquer à d'autres pays, tout en excusant nos ennemis par de fausses équivalences. Un exemple parfait de cela est le journaliste du New York Times, Thomas Friedman, qui établit des parallèles malsains et pervers entre des États démocratiques défendant leurs citoyens et des entités islamiques meurtrières jurant de nous anéantir. Friedman a rédigé cette semaine une tribune dans laquelle il affirme voir des échos de la terreur de Gaza à Minneapolis. Il affirme que trois crises apparemment distinctes, les opérations de l'ICE à Minneapolis, les actions militaires israéliennes à Gaza et la brutalité du Hamas, sont en réalité similaires. Il reproche aux agents fédéraux américains d'adopter la mentalité « tirer d'abord, poser des questions ensuite », comme il le fait envers l'armée israélienne. Friedman cite des vidéos d'agents de l'ICE tirant sur des civils, de frappes israéliennes à Gaza, de journalistes tués et du Hamas exécutant ses rivaux qu'il voit comme des variantes d'un même phénomène. Il soutient que la violence découle d'incitations politiques, non de raisons sécuritaires, Trump cherchant un avantage électoral via la loi et l'ordre. Netanyahou prolonge la guerre à Gaza pour éviter les critiques de la droite, une accusation souvent répétée par la gauche en Israël. Et enfin, le Hamas s'accroche au pouvoir dans le paysage d'après-guerre. Friedman conclut que Trump, Netanyahou et le Hamas
partagent en fait les mêmes motivations politiques pour leur comportement. J'ai déjà mentionné cela auparavant à propos du fait que lorsque j'ai commencé à travailler avec le bureau du Premier ministre, les membres de l'équipe du bureau du Premier ministre considéraient Friedman comme rien de plus qu'un imbécile. Il ne vérifie ni ne contrôle jamais, il est superficiel et paresseux. Même 30 ans après, rien n'a changé. Thomas Friedman compare de façon méprisante les agents de l'ICE qui appliquent la loi américaine et combattent une organisation terroriste génocidaire au Hamas, le groupe qui a brûlé des familles vivantes le 7 octobre. Cela suit un schéma souvent critiqué depuis des années. Les écrits de Friedman sur Israël et le Moyen-Orient ont toujours été erronés, superficiels et irréalistes. Il me suffit de mentionner le printemps arabe. Et vous savez déjà que les critiques de tout l'éventail politique, qu'ils soient de gauche, de droite, pro-Israël ou anti-Israël, sont d'accord. Ils ont tous souligné le même schéma. Il utilise des métaphores marquantes au lieu de faits et néglige le contexte quand cela gêne son récit. Il juge le pouvoir israélien suspect et les Palestiniens innocents. Il déforme la réalité pour l'adapter à un récit prédéterminé, et cette tribune n'est que le dernier épisode en date. Friedman est souvent critiqué pour regrouper des acteurs moralement différents. Belen Fernandez, journaliste international ayant travaillé pour Al Jazeera et affirmant avoir tout lu de lui, a écrit un livre sur ce sujet. Elle a conclu que son travail repose sur des métaphores creuses et des généralisations superficielles, des analogies larges qui semblent intelligentes mais qui ne résistent pas à l'examen. Cet éditorial en est un parfait exemple. Comparer les agents de l'ICE, même si leurs méthodes sont discutables, à des voyous du Hamas est répréhensible. Le Hamas exécute ses rivaux politiques dans la rue, tire des roquettes sur des civils et brûle des bébés en Israël. Mais Friedman les met côte à côte comme si la seule différence était le logo sur leurs uniformes. Friedman décrit les journalistes liés au Hamas comme des civils innocents et Israël comme une armée imprudente qui tire avant de questionner. Friedman omet commodément la réalité bien documentée selon laquelle le Hamas infiltre des agents dans les médias, utilise des gilets de presse comme couverture et lance des attaques depuis des zones civiles. Précisément pour provoquer le genre de conséquences tragiques qu'il cite, il a demandé si Israël pouvait distinguer un journaliste d'un combattant. Il connaît la réponse et choisit de l'ignorer. La réponse est oui. Le Jérusalem Post a un jour résumé son parcours comme suit. « Trompe-moi une fois, deux fois, trois fois, tu es Thomas Friedman. » Trump et Netanyahou sont des dirigeants élus démocratiquement, quoi qu'on en pense. Les placer dans la même phrase que le Hamas, comme s'ils étaient des acteurs parallèles, ce n'est pas du journalisme. En effaçant la différence entre ceux qui visent les civils et ceux qui cherchent à les protéger, vous érodez le vocabulaire moral essentiel pour comprendre ce conflit. Comme les médias qui omettent le contexte, les médias israéliens ont rapporté qu'un berger juif a été attaqué le soir avec des pierres par des Arabes d'un village près d'Hébron, le blessant et cassant son téléphone. Le berger a été évacué à l'hôpital Siroka pour contusion. Le rapport indique aussi que des dizaines de moutons ont été volés. Plus tard dans la soirée, des recherches ont été menées dans le village et les chèvres ont été localisées et récupérées. Des militants d'extrême gauche radicaux auraient infiltré ce village en ambulance arabe pour provoquer les forces de sécurité israéliennes. Les militants d'extrême gauche ont déclaré qu'après l'incident, des Juifs avaient incendié un tas de foin dans le village. Les agences de presse internationales ont seulement rapporté que des colons juifs avaient incendié un village arabe près d'Hébron. Aucun contexte, ni historique, ni mention que l'information vient de personnel arabe local, non soumis aux mêmes normes ni à l'exactitude. Mais si Thomas Friedman, du New York Times, lui-même ne parvient pas à le faire et à accomplir son travail comme on pourrait s'y attendre, pourquoi attendez-vous des militants arabes qu'ils fassent mieux? Nous devons donc nous rappeler les échecs des médias lorsque nous observons les événements qui se déroulent ici, d'une portée historique. Les États-Unis savent que le régime islamique en Iran doit être renversé. L'Iran a été au cœur de l'instabilité au Moyen-Orient. Ils sont aussi intervenus en Amérique du Sud et ont déplacé des terroristes aux États-Unis pour renverser le régime. Frapper puis partir ne suffit pas.
Il faut l'engagement total des forces américaines, ce qui demande du temps à Trump. C'est essentiel pour montrer que les choses ont changé et qu'un nouvel ordre mondial se met en place pour le 21e siècle. L'ordre d'après-guerre reposait sur l'idée d'une gouvernance mondiale partagée. Le Conseil de la paix affirme que les États-Unis veulent créer de nouvelles institutions à leur image, avec leurs règles, en se mettant au centre. Le leadership est redéfini, passant du gestionnaire multilatéral à l'architecte de structures parallèles. L'autorité sera centralisée, avec le président Trump lui-même, les États-Unis agissant comme gardien, bailleur de fonds, régulateur et arbitre final. Passage d'un leadership institutionnel à un leadership via des coalitions contrôlées. La commentatrice israélienne, l'avocate Ilana Shoshan, a commenté à ce sujet en disant que Gaza n'a jamais vraiment été l'objectif. Gaza était l'appât, le prétexte nécessaire pour obtenir la bénédiction de l'ONU afin d'établir ce nouveau Conseil de paix. Le Conseil n'est pas une institution internationale, c'est le club privé de Trump. Trump ne pouvant briguer un troisième mandat comme président des États-Unis, il a mis en place un moyen pour rester le patron du monde. Si ce n'est pas depuis la Maison-Blanche, alors ce sera par le Conseil de la paix. La majeure partie du texte de la charte sur laquelle repose le Conseil traite des règles du jeu, qui maintiennent le pouvoir entre les mains du président Trump, nommé à vie ou jusqu'à sa démission. C'est lui qui nomme les membres et il a le pouvoir de les révoquer. Il décide quand le Conseil se réunit, de ce qui est discuté, et il peut même prendre des décisions de sa propre autorité. Trump a aussi fixé un droit d'entrée d'1 milliard de dollars par pays pour ce club, traitant ainsi le monde comme un monopoly. Maintenant, si vous ne me croyez pas, allez lire les articles, continue Ilana, et je les mets. Conclusion. Trump a réussi à montrer au monde que les États-Unis n'ont pas seulement l'armée la plus puissante de la planète, mais aussi un commandant qui n'a pas peur d'utiliser cette force. Pourquoi employer la force si vous pouvez convaincre tout le monde de se rendre avant? C'est ça le vrai pouvoir. Tandis que tous regardent les grands titres, ce sont des événements réels en cours qui déterminent l'avenir. Oren Dori, Globe Magazine économique. En Israël, il a été annoncé cette semaine qu'Israël et les États-Unis ont conclu un accord majeur pour créer un grand parc technologique et d'IA dans le sud du pays. Cette initiative fait partie d'un accord de coopération stratégique sur l'intelligence artificielle signé à Jérusalem. Le protocole d'accord présente un plan ambitieux visant à allouer environ 16 000 dunams, soit environ 4 000 acres en Israël, pour le projet qui s'appellera Fort Foundry 1 et qui devrait être construit soit dans le Negev, soit dans les zones entourant Gaza. Israël louera le terrain aux États-Unis pour 99 ans tout en conservant sa souveraineté. Le parc sera géré par les autorités américaines avec des investissements majoritairement américains. Le site réunira des entreprises technologiques américaines et israéliennes pour collaborer sur la fabrication de puces, l'informatique avancée et l'IA. Un point marquant du débat est la possibilité d'installer un réacteur nucléaire en Israël pour satisfaire la forte demande énergétique des centres de données d'IA. Israël n'ayant pas signé les traités sur les réacteurs nucléaires civils, contrairement aux États-Unis, le réacteur pourrait être soumis à la régulation américaine. Bien que situé en Israël, le document officiel emploie un ton plus prudent, évoquant des infrastructures énergétiques à haute densité. L'accord inclut aussi un engagement d'Israël à accélérer nettement les processus réglementaires. Les licences et autorisations du parc doivent être obtenues sous 120 jours. Quiconque connaît Israël sait que c'est exceptionnel, bien plus rapide que la norme pour de tels projets dans le pays. Si vous vous demandez l'objectif de Trump, on voit peu à peu les réalités. Et maintenant, passons à Netanyahou. Netanyahou s'est adressé à la nation après le retour du dernier otage et a révélé un fait que beaucoup connaissaient sans en parler publiquement. Il dit « Nos soldats sont tombés faute de munitions ». Changement avec Trump au pouvoir. Israël, après le 7 octobre 2023, fait face à un embargo partiel sur les armes imposé par Biden. Il a bloqué le transfert de bulldozers déjà payés par Israël, mettant en danger des soldats et causant des pertes.
Il a poussé les FDI à entrer dans Rafah avec des chars insuffisamment approvisionnés en munitions, mettant ainsi les soldats en danger et causant des pertes. Biden a refusé l'assassinat de Nasrallah et son secrétaire à la Défense a juré au téléphone contre notre ministre après que Gallant a annoncé l'élimination du chef du Hezbollah. Quand Biden a quitté ses fonctions, l'Iran, loin d'être affaibli, se sentait assez confiant pour lancer 2 salves de missiles sur Israël. Biden voyait le cessez-le-feu comme un objectif, non un moyen. Netanyahou a aussi adressé un message sur l'Iran. Si l'Iran nous attaque, nous répondrons avec une force inédite. Lorsqu'on lui a demandé en conférence de presse si les États-Unis frapperaient de l'Iran, Netanyahou n'a laissé aucun doute et a répondu, et je cite, « Le président Trump décidera ce qu'il décide, et Israël décidera ce qu'il décide, et Netanyahou poursuit. Nous sommes préparés à tous les scénarios, et si l'Iran commet une erreur, il recevra une réponse qu'il ne peut même pas imaginer. » En somme, un coup décisif sera porté contre l'Iran par les États-Unis ou Israël. Il a ajouté qu'il n'enverra pas de troupes turques ou qataries à Gaza et qu'il refusera l'établissement d'un État palestinien à Gaza. Il a affirmé qu'Israël gardera le contrôle sécuritaire du Jourdain à la mer, y compris Gaza. Netanyahou a déclaré cela en conférence de presse après le retour des derniers Israéliens détenus à Gaza. De nombreux commentateurs et analystes israéliens ont réagi à cette conférence de presse. La plupart d'entre eux en Israël ont déclaré que personne ne croyait vraiment que nous serions capables de récupérer tous nos otages, vivants ou morts, et de les ramener. Je souhaite partager avec vous 2 personnes qui, selon moi, reflètent bien le ressenti de nombreux Israéliens. Alon Kimchi a présenté un point de vue important à considérer pour comprendre la situation actuelle d'Israël. Son argument frappe car il remet en cause nos hypothèses initiales sur la guerre et montre à quel point le paysage stratégique a radicalement changé en 2 ans. Kimchi reconnaît ce que beaucoup d'analystes pensaient, comme moi. Il ne croyait pas qu'Israël réussirait à rapatrier tous les otages, vivants ou morts, de Gaza. Israël contrôle plus de la moitié de Gaza, occupe des positions avancées et détient la majorité des dirigeants palestiniens en prison. C'est-à-dire, si nous n'avons pas encore réussi à libérer tous leurs prisonniers dans les prisons israéliennes, c'est la réalité. Aujourd'hui, nous sommes au centre de Gaza. La plupart des terroristes palestiniens sont toujours dans les prisons israéliennes. Il identifie 3 facteurs clés qui ont rendu ce résultat inattendu possible. Les succès opérationnels contre le réseau régional de l'Iran qui ont culminé avec Am Kelavi, la frappe qui a brisé le sentiment d'encerclement autour d'Israël. Netanyahou a stratégiquement attendu les élections américaines, misant sur le retour de Trump, un pari réussi. Troisièmement, la frappe contre la direction du Hamas en exil au Qatar, qu'il considère comme le plus grand échec réussi d'Israël, ce qui a indiqué aux États arabes qu'Israël s'est libéré de ses contraintes. Kimchi admet que de nombreuses critiques sécuritaires envers le gouvernement sont justifiées. Il souligne qu'il faut comparer le 6 octobre au 26 janvier 2026 pour comprendre la position actuelle d'Israël. Il affirme qu'Israël est désormais dans un nouveau Moyen-Orient où ce sont ses ennemis qui sont dissuadés et non l'inverse. Il rappelle que le travail reste inachevé, la guerre persiste à divers degrés et les problèmes demeurent. Mais depuis le 8 octobre 2023, l'ennemi voit un Israël différent. Un Israël offensif, entreprenant, obstiné, imprévisible et sans peur. Selon Kimchi, ce gouvernement et l'établissement de sécurité ont instauré une nouvelle réalité partout où les FDI sont intervenus. Des succès tactiques issus d'un bas historique, payés par le sang de milliers d'Israéliens. Il conclut en exhortant les gens à se concentrer moins sur les slogans et plus sur la politique réelle. Selon lui, la doctrine offensive du gouvernement a été efficace malgré les pertes. Personne, pas même les critiques, n'aurait pensé que 2 ans après, les FDI seraient encore actives au Liban, en Syrie et à Gaza, sans otages du Hamas. À Gaza, Israël, dit-il, se réveille dans une nouvelle ère où la direction de l'ennemi est en grande partie renouvelée. Nous avons éliminé les anciens, nerveux et prompts à tirer. La durée de cet équilibre dépend uniquement des choix d'Israël.
Une autre perspective de la communauté stratégique israélienne provient de l'analyste Yuval Bloomberg. Il met l'accent sur le leadership, l'endurance et les pressions politiques liées aux otages. Qu'on soit d'accord ou non, il faut comprendre son argument, car il reflète une tendance marquante du discours public israélien. Bloomberg commence par une affirmation audacieuse selon laquelle le leadership du premier ministre Netanyahou sera inscrit dans les annales historiques d'Israël et du peuple juif, principalement pour le retour de tous les otages, vivants ou morts, y compris ceux enlevés avant la guerre. Il attribue cette réussite à la persévérance, l'endurance et au leadership de Netanyahou. Il admet personnellement qu'il n'a jamais cru que cette mission était à nouveau possible. Nous pensons tous qu'il l'avait supposé. Netanyahou en avait fait l'une de ses priorités en tant que déclaration morale envers le public israélien, mais pas comme un objectif réaliste. Selon Bloomberg, on s'attendait à ce que le Hamas prolonge la saga des otages pendant des années, surtout compte tenu des dividendes politiques qu'il tirait de la polarisation interne en Israël, les manifestations, la démoralisation et la fragmentation sociale. Il affirme que le retour de tous les otages est historique, car il contredit l'accord recherché par le Hamas jusqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir. Le Hamas exigeait la capitulation totale d'Israël, le retrait complet de Gaza, le maintien de son pouvoir et un retour à la situation d'avant le 6 octobre. Mais avec un récit de la victoire du Hamas tout au long de la guerre, Bloomberg affirme que des voix irresponsables, des leaders de l'opposition, d'anciens responsables de la sécurité, le mouvement de protestation Kaplan et ce qu'il appelle les défaitistes. Les médias ont fait des otages un outil politique et de leurs familles des artistes de cirque, poussant Israël vers un accord de reddition qui, selon lui, aurait assuré un nouveau 7 octobre malgré une forte pression interne et externe. Michael Bloomberg affirme que Benjamin Netanyahou est resté concentré sur l'objectif fixé le 7 octobre. Michael Bloomberg insiste sur le fait qu'il ne peut imaginer aucun autre dirigeant politique, certainement pas venant de ce qu'il appelle la faible opposition en Israël, qui aurait résisté à une telle pression, tout en restant fidèle à une boussole morale, politique et stratégique, et en naviguant vers l'objectif avec intelligence, sagesse et détermination. Les deux analystes, chacun sous un angle différent, décrivent un moment où Israël a réaffirmé sa dissuasion, redéfini les attentes et entamé une nouvelle ère dont la pérennité dépendra des choix à venir. Alors, avec tout cela en tête, à quoi peut-on s'attendre maintenant? Qui sait? Seul le temps nous le dira. Bien que nous soyons en Israël, je ne suis pas prophète, je peux seulement expliquer ce qui est écrit sur le mur. Je ne suis pas le prophète. Daniel, je suis Daniel Siman. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour Straight Up depuis les studios JNS TV à Jérusalem.